3 radars hors d'usage en une nuit, c'est le constat qu'ont pu faire les automobilistes sur les routes de l'arrondissement de Sarreguemines. Les 2 radars fixes à hauteur d'Épin et de Haute-Villers, ainsi que le radar mobile à la hauteur de la Hermeskeppel ont été rendus aveugles. Sainte Marina, c'est fini. Placée en redressement judiciaire, l'enseigne de chaussures va fermer dès samedi soir ses 163 magasins français, dont celui de Sarreguemines, où travaillent 3 des 680 salariés de Sainte Marina. 1,9 million d'euros de subventions qui ne font pas l'unanimité. Le Conseil régional du Grand Est a décidé d'allouer à Lorraine Aéroport 1,5 million d'euros de subventions de fonctionnement et 417 000 euros de subventions d'investissement. Un non-sens pour le groupe d'opposition Les Écologistes qui juge l'aéroport sous perfusion. Avec 31 500 passagers en 2022, on est loin des 240 000 passagers de 2019 avant la crise sanitaire. La Fondation du patrimoine s'intéresse aux rochers sculptés du Pays de Bitche. Une opération de prospection a été menée au Schlossberg sur une colline juste en face de la source Saint-Hubert. Une enveloppe de 70 000 euros devrait être débloquée pour le projet porté par la Chale pour protéger et mettre en valeur plusieurs sites. Le basket club de Hambar, victime de son succès, avec 160 membres et 11 équipes engagées en championnat, le club voudrait pouvoir accepter plus de licenciés, mais il est confronté au manque de créneaux d'occupation du gymnase. L'appel est lancé, y compris aux communes alentours. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le mercredi est placé sous le signe de la culture. Cette semaine, Thibaut s'est intéressé à un nouveau thème. Lequel, Thibaut ? Il s'agit de la généalogie et je vais vous en parler avec 2 associations du secteur. Oui, tu vas nous expliquer tout ça dans ta chronique tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, vous découvrirez aussi Alphonse Kiera, alias Alf Lorraine, sous un autre jour. Célèbre pour son tube Patelin Lorrain, il est intervenu à l'école de la 2e chance à Forbach. Une journée d'atelier de création musicale qui a amené les élèves à composer l'hymne de leur école. Mais place d'abord à l'actu. Les radars ne font décidément pas long feu. Des dégradations ont à nouveau été constatées cette nuit sur les nouvelles installations à hauteur de Épin et Haute-Villers, mais aussi sur le radar mobile entre Sarreguemines et Wölflin. Quelles sont les sanctions encourues par les auteurs de ces délits ? Éléments de réponse avec Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Cette nuit, ils étaient 3 radars à avoir été mis hors service, 2 radars fixes et un radar mobile. Le radar mobile situé entre Wölflin et Sarreguemines avait été tagué, mais en milieu de matinée, il a été remis en état. En revanche, il n'a pas fallu longtemps au radar fixe à hauteur d'Épin et de Haute-Villers pour être à nouveau hors service. Il y a peu, celui d'Épin avait été décapité. À peine sur pied, il a été bâché, comme son jumeau d'Haute-Villers. Une action de grande ampleur qui aurait été mise en place par les agriculteurs au vu des revendications inscrites sur les panneaux installés à leurs pieds. Elle concerne le régime des calamités agricoles. La même mésaventure est arrivée au radar d'autres secteurs, comme ceux de Créange ou entre Phalsbourg et Sarrebourg. À noter que la dégradation de radar est un délit et entraîne donc une inscription au casier judiciaire. Plusieurs sanctions sont prévues par le gouvernement pour avoir affiché des autocollants, fait des graffitis, occulté ou bâché les vitres d'un radar. L'auteur risque jusqu'à 15 000 euros d'amende et une peine d'intérêt général. Pour avoir détruit ou endommagé un radar, par un incendie ou un vol par exemple, l'auteur risque jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Si l'action a été menée par un groupe de personnes ou un individu masqué, la peine serait encore plus lourde, jusqu'à 100 000 euros d'amende et 7 ans d'emprisonnement. Encore une mauvaise nouvelle dans le secteur de l'habillement. Tous les magasins Sainte Marina de France fermeront définitivement leurs portes samedi soir, y compris celui de Sarreguemines où travaillent 3 salariés. Guillaume Dumonteil s'est rendu sur place ce matin. Les salariés de Sainte Marina savaient que les magasins allaient fermer, mais ils ne savaient pas quand. Tout s'est accéléré hier. C'est ça que j'ai pas compris. J'ai eu l'impression que les clientes le savaient avant les salariés en fait. Parce que nous, la nouvelle est tombée et les clientes, 1 heure après, venaient déjà me dire c'est dans le journal. J'étais un peu surprise quoi. Je trouve que ça va super vite les mauvaises nouvelles. Même au sein du magasin, toutes les informations n'ont pas encore été données. Flou artistique parce que voilà, la nouvelle nous est tombée hier dessus. On ferme le rideau samedi soir. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi brutalement. Ensuite déçu parce que c'est quand même une grande marque Sainte Marina. On ne comprend pas qu'en fait que ça puisse fermer, que ce soit carrément toute l'enseigne qui s'éteigne quoi. Tous les magasins Sainte Marina de France sont concernés. Il y en a plus de 160 qui emploient au total près de 700 personnes.
Des difficultés financières sont à l'origine de cette fermeture. Cette décision fait de la peine aux employés, mais pas seulement. Je suis très déçue, très peinée, parce que du coup, effectivement, je ne sais pas où je vais acheter mes chaussures désormais. Cette fermeture intervient en effet moins de 2 ans après celle du magasin Cousin, qui était également installé à Sarreguemines, en zone piétonne. San Marina est implanté dans la cité faïencière depuis une vingtaine d'années. Il emploie 3 personnes, 2 sur un poste de 35 heures, et une autre travaille dans ce magasin 11 heures par semaine. D'ici à la fermeture de la boutique, qui interviendra samedi soir, tous les articles sont vendus à prix remisé. Aéroport sous perfusion pour certains, soutien au transport et à la sécurité pour d'autres. La subvention à Lorraine Aéroport, votée par le Conseil régional du Grand Est, ne fait pas l'unanimité. Elle représente au total 1,9 million d'euros, dont 1,5 million pour le fonctionnement de l'aéroport. Retour sur cette décision de haut vol avec Colline L'Expert. 31 500 voyageurs en 2021. La fréquentation de l'aéroport repart à la hausse mais n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Comme l'an dernier, la région a donc voté en faveur d'une aide de près d'1,9 million pour soutenir le fonctionnement de l'aéroport. Une aide accordée aux établissements ayant un trafic inférieur à 200 000 passagers, nécessaire pour la pérennité de l'aéroport. L'aéroport a des missions régaliennes de sûreté et de sécurité qui n'existent pas ailleurs en Europe, qui doivent être normalement compensés par les taxes aéroportuaires, mais qui ne suffisent pas. Le travail que nous avons fait sur l'aéroport en fonction des destinations et des postes adaptés aux destinations, je dirais le 1,5 million, c'est moins qu'il y avait il y a 10 ans. L'objectif est aussi le développement de vols vers Nice ou le hub de Lyon, des destinations espérées par les voyageurs. Le groupe Europe Écologie Les Verts, minoritaire à la région, déplore de son côté l'attribution de cette subvention et a d'ailleurs voté contre pour des raisons de coût et de fonctionnement. Prenons acte du fait que c'est un aéroport qui ne fonctionne pas, qui n'apporte pas grand-chose à notre région, mais qui est très gourmand en argent public. Il est temps de repenser les mobilités dans le Nord-Lorrain. On a besoin d'une gare d'interconnexion entre la ligne TGV et les lignes TER. On a besoin de solutions nouvelles pour les transports transfrontaliers, par exemple. Et ce qu'on nous fait, c'est qu'on perfuse un aéroport qui sert à très peu de monde et on nous refait une autoroute dans le Nord-Lorrain qui va couper une ville en deux et détruire de l'environnement. On a besoin d'une vision globale beaucoup plus moderne que cela. Le Lorraine Aéroport a redécollé il y a quelques mois avec la ligne Air Algérie et espère atteindre les 110 000 voyageurs en 2023. Des rochers à préserver, l'ancien conservateur en chef et directeur du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim n'en a pas terminé avec l'archéologie à la période gallo-romaine qu'il connaît si bien. Avec la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section Pays de Bitche, Jean-Paul Petit s'intéresse de près au sort des rochers sculptés des forêts du Pays de Bitche. Reportage de Catherine Henrich. Opération de prospection au Schlossberg, sur une colline juste en face de la source Saint-Hubert. Cette dernière, en son temps, n'était sans doute pas aussi isolée qu'elle l'est aujourd'hui. Il faut s'imaginer, donc là, on est dans un paysage actuel qui n'a rien à voir avec ce que c'était dans l'Antiquité. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe autour de la source. Est-ce qu'il y avait des habitats? Est-ce qu'il y avait un temple, d'autres temples à proximité? Mais au-delà de la recherche historique, les historiens de la Châle sont aussi préoccupés par le sort des rochers sculptés comme celui-ci. Voilà la source Saint-Hubert en 2020 et aujourd'hui. Les dégradations s'accélèrent dangereusement. La Châle porte un projet de mise en valeur des rochers sculptés du Pays de Bitche depuis plusieurs années. Rien qu'à Lemberg, on en trouve 3. La source Saint-Hubert, la Bildmühle et le rocher des 3 figures. Le 4e, le rocher de Diane, est en forêt de Robwiller. La Fondation du patrimoine est particulièrement intéressée par ce patrimoine donc sculpté du Pays de Bitche. D'abord parce qu'il est assez exceptionnel et elle serait également très, très heureuse et très honorée donc de travailler en collaboration d'une part avec la communauté de communes du Pays de Bitche et puis l'ONF aussi qui est également toujours soucieux de la préservation de leur patrimoine forestier. L'enveloppe totale pour les 4 sites devrait avoisiner les 70 000 euros. Quant au Schlossberg, il devrait faire l'objet de fouilles cet été.
il grandit, mais il manque aujourd'hui de place. Le basket club de Hambar ne cesse d'évoluer depuis plusieurs années. Il voudrait accueillir plus de licenciés, mais il manque de créneaux d'entraînement. Il est donc activement à la recherche d'un second gymnase. Marie-Morgane Pires a rencontré le président du club. Une conférence de presse un peu particulière pour le basket club de Hambar. Elle n'avait pas pour vocation de faire le point sur les derniers résultats sportifs de ces 11 équipes engagées en championnat, mais d'alerter sur une problématique, le manque de créneaux d'entraînement. Exemple concret ce soir-là, où 2 équipes doivent se partager le terrain. Idéalement, on devrait avoir 2 entraînements par équipe, et là on a un entraînement avec 2 équipes. Donc ce qui nous limite dans ce qu'on fait, ce qui nous limite dans la progression de nos jeunes et de nos équipes. C'est pour ça qu'on est vraiment activement à la recherche d'un gymnase d'appoint, d'une salle complémentaire qui pourra nous accueillir, ne serait-ce que sur quelques créneaux par semaine. Cette saison, le BCH accueille 160 licenciés. Pour la première fois, il a dû se résoudre à refuser des jeunes à la rentrée, faute de place, et pour maintenir et renforcer le niveau sportif du club qui évolue dans le championnat alsacien. Le président prévoit pour la prochaine saison une nouvelle augmentation des licenciés et une à 2 équipes supplémentaires. Mais ce ne sera pas possible si une solution n'est pas trouvée. On a notamment sollicité la casque pour avoir des créneaux dans le futur Bliss Park. On sait que les places seront chères, mais on espère avoir une petite place, parce que je pense qu'avec nos 160 licenciés, le niveau de nos équipes, le niveau de nos joueurs, je ne connais pas encore les critères, mais j'espère vraiment qu'on pourra avoir une place qui va vraiment permettre de nous aider à continuer à grandir pour nos jeunes, pour nos licenciés. Une difficulté rencontrée par d'autres associations sportives. Le club de Hambar a fait des demandes dans les villages alentours, mais tous leurs gymnases sont également saturés. Dans un instant, on plonge dans l'univers de la généalogie. Ce sera avec Thibaut et ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain on conservera toute la journée un temps très nuageux à couvert. Quelques rayons de soleil pourraient tout de même réussir à se faire une place par moment. Côté température, il fera entre -1 et 1 degré le matin. L'après-midi, on reste au-dessus des normales de saison avec des maximales qui iront jusqu'à 11 degrés. Demain, ce sera la Saint-Julienne. Le soleil sera parmi nous de 7h42 à 17h56. Je vous souhaite de passer une agréable journée. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 février, Cora Sarreguemines apporte l'Italie dans votre assiette. Retrouvez notre sélection des meilleurs produits et faites voyager vos papilles. Épicerie fine sucrée ou salée, plats préparés traditionnels, produits frais en libre service, fromage et charcuterie découpés sur place. Toutes les plus belles saveurs sont chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département ? OR Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. OR Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Idée de sortie et focus sur la généalogie, c'est la chronique de Thibaut. Et même si c'est les vacances, Thibaut, tu as quelques sorties à nous annoncer. Et oui, armez-vous de vos petits post-it. On commence tout de suite avec la cavalcade de Putelange-au-Lac qui aura lieu ce dimanche 19 février au centre-ville. Départ à 15h avec un cortège de plus de 20 chars, des fanfares et troupes à pied. Et attention, les rues seront coupées à partir de 14h. On continue avec la Kappensitzung de l'association des citoyens de quartier de Velferdin. C'est ce samedi à 20h à la salle de maison de quartier de Velferdin. Une soirée sur le thème disco avec petite restauration. Les billets sont au prix de 12 €. Et pour finir, l'événement culturel Sauvage par nature continue au Pays de Beach.
Rencontres, ciné-débats, expositions sont organisées jusqu'au 25 mars. Et ce samedi 18 février de 10h à 11h, il y aura de l'éveil à la lecture d'histoire sur le sauvage pour les enfants de 0 à 3 ans à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Rendez-vous intitulé Bébé lecteur. Et aujourd'hui, tu es venu pour nous parler aussi d'arbres, mais des arbres bien spécifiques. Et oui, Julia, on va se plonger un petit peu dans la généalogie. Et ça, c'est un domaine qui n'est pas si évident à maîtriser. Non, et bien d'après différents présidents d'associations que j'ai eu en contact, la généalogie, ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas simplement de vouloir chercher son ancêtre, c'est une discipline à part entière. Et tu dis que tu étais en contact avec des présidents d'associations, donc c'est qu'il y en a dans notre secteur qui sont spécialisés là-dedans. Tout à fait, et pour en citer que 2, il y a l'association généalogique de Ambar et Pays de Sarreguemines, qui fête notamment ses 10 ans cette année, et le cercle généalogique du Pays de Bitche. Celle de Ambar compte plus de 75 membres, elle dispose de plus de 2 millions d'actes civils en photo et plus de 6000 ouvrages historiques, notamment concernant l'Allemagne, 1200 aussi sur la période napoléonienne. Celle du Pays de Bitche, quant à elle, basée à Rohrbach-les-Bitches, a plus de 50 membres et ont plus d'une centaine de références. Et alors si on veut fouiller dans ces actes, dans ces références, dans tous ces ouvrages, est-ce qu'il faut forcément être membre? Non, pas forcément. Le public peut consulter librement les documents sans être membre. Il faut tout de même s'inscrire sur une liste. Par contre, si vous souhaitez être membre de l'une des 2 associations, les nouveaux arrivants doivent suivre une formation pour rechercher et conseiller le public dans ses recherches. Comme je l'ai dit, la généalogie, ce n'est pas une discipline simple. Je vous propose donc d'écouter René Westlinger sur les points sur lesquels les membres sont formés. Et il faut apprendre les bases de la généalogie. Donc la numérotation SOSA, c'est une numérotation qui est faite par des généalogistes. Ensuite, donc les différentes techniques de recherche, où il faut chercher, comment chercher, et puis ensuite on aborde le gros problème, le problème de la lecture des actes. Alors, certains actes en français sont faciles à lire, dès qu'on vient dans les périodes plus anciennes, lorsqu'on a des actes en latin, ça se corse. Et la période d'occupation allemande de 1872 à 1918, alors là c'est écrit en allemand avec une écriture où il faut s'habituer. Ils sont donc formés au latin, dans les écritures allemandes, dans les techniques de recherche. En image, vous avez la numérotation SOSA qui s'illustre comme ceci, en arbre. Et pour ce qui est des difficultés de lecture, on peut se heurter à de l'écriture très fine qu'on appelle Sutterline. Comme vous pouvez le constater, c'est une écriture très très fine. Vous ajoutez à cette écriture une inclinaison des lettres et une langue étrangère et la difficulté augmente drastiquement. Et concernant les actes, est-ce que ces 2 associations, par exemple, conservent les ouvrages originaux? Alors non, pas en version origine papier, mais l'association de Ambar et celle du Pays de Bitche ont numérisé quasiment la totalité de leurs actes. Ils disposent de photos de chaque page que le public peut consulter. Les originaux se trouvent, eux, soit dans les communes, soit dans les archives départementales à Metz. Les différentes associations sont amenées à beaucoup échanger entre elles en termes d'informations, de documents, d'ouvrages, notamment avec les bibliothèques d'Allemagne proches frontières. Et les archives de Sarreguemines sont elles aussi sollicitées. Il faut aussi savoir que l'association généalogique de Ambar est affiliée à la Fédération française, à la Fédération généalogique française. Le cercle généalogique du Pays de Bitche, quant à lui, est membre de l'Union des cercles généalogiques de Lorraine. Alors, petite curiosité, de quand datent les plus vieux ouvrages, les plus vieux documents? Alors ça varie énormément en fonction des communes, mais on m'a présenté des documents qui datent de qui datent de 1680 à peu près. Alors avec tout ça, ça leur permet de faire énormément de choses dans leur recherche et notamment, il me semble, les livres concernant les familles, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et qui est fait par ces associations? Oui, tout à fait. C'est une grosse demande de la part des particuliers. Chacun peut chercher dans son arbre généalogique sur le web, mais on peut se confronter à un obstacle quand on n'est pas initié ou quand les documents sont introuvables. On se tourne donc vers ces associations qui peuvent rassembler les infos nécessaires pour concevoir un livre de famille. L'association de Ambar, par exemple, a récemment publié 3 tomes sur les familles de Petite Rosselle et 2 bénévoles de celle du Pays de Bitche, Norbert Schneider et René Mesmer, ont publié l'année dernière le livre de famille de Walchbronn et Valdouze. Il faut savoir que c'est un travail très long, un travail colossal qui demande beaucoup de temps. On écoute René Mesmer qui nous parle de l'importance de ces livres.
Les livres de famille sont très intéressants pour remonter une généalogie, rechercher ses ascendants et puis savoir à quelle époque ils ont vécu, quels étaient par exemple leurs frères et sœurs aussi et des choses comme ça, et si d'où ils venaient et s'ils ont quitté le village et à quel moment. On a beaucoup de demandes, effectivement, ça vient d'un peu partout, de toute la France et même des États-Unis. Ils sont assez friands de ce genre de livres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont parties après, par exemple après l'annexion, ou même peut-être des fois avant, sont partis aux États-Unis, et puis les Américains qui ont des racines ici, quand ils les retrouvent, ils viennent des fois même ici un peu comme en pèlerinage dans leur petit village d'origine, et puis ils sont très contents d'avoir ce genre de livre. Le Pays de Beach a effectivement cette particularité, ce lien avec les habitants des États-Unis par rapport aux événements historiques. Et pour finir cette chronique culture, je rappelle que l'association de Hambar organise une grande braderie de livres d'occasion ce samedi de 9h à 17h en non-stop. Eh bien, merci Thibaut pour ce focus sur la généalogie, mais mon petit doigt m'a dit qu'il y avait encore autre chose dont tu voulais nous parler avant la fin de ta chronique. Oui, je voulais vous parler du Nikon Film Festival, que je rappelle est un festival de cinéma international de petits courts-métrages organisé par la marque Nikon. Il récompense depuis 2009 de jeunes talents à travers différents prix. Il y a notamment le prix du public. Sur le site de festival, le public peut regarder les courts-métrages et voter. Et aujourd'hui, plus d'1 million de spectateurs en moins de 10 jours ont déjà visité le site, avec déjà plus de 147 000 votes. 2229 courts-métrages sont présentés. Parmi eux, vous le savez, il y a celui de Thomas Zonfran, mais aussi un petit film intitulé Le Paris. Il a été réalisé par un habitant de Lemberg de 39 ans, passionné de cinéma, Leandro Leo Pereira, et produit par Kesta Productions. Il a décidé de relever le challenge et de se lancer dans la compétition. Il souhaite faire partie des finalistes. Vous pouvez donc découvrir son film sur le site du festival avec le lien qui s'affiche, et vous pouvez aussi voter pour lui jusqu'au 10 avril si vous souhaitez qu'il aille plus loin dans la compétition. Je vous propose donc pour finir cette chronique de visionner le court-métrage. Au fait, le Paris, t'en es où? J'ai rendez-vous avec la deuxième heure. Dépêche-toi, hein. Le Paris, c'est 13 en un mois. Là, il te reste une semaine. T'inquiète, tranquille. Regarde, franchement. Facile, hein. On sait quoi, je vais y aller. Faut que je me prépare. Ça va? Non. Je sais pas, elle m'a rendu fou la dernière là, Mia. Et elle est partie, elle a pas laissé de nuit, rien. T'en restes encore une, Cristiano. Ton objectif c'est 13, n'oublie pas. Sinon c'est moi qui touche le podium. De quoi tu me parles, Victor? J'en ai rien à foutre de ton pari là. Je te parle de sentiments là. Quoi? De sentiments? Sans blague. Tu tapes toutes les meufs du coin et là tu me parles de sentiments? Ouais, t'as raison. Laisse tomber. La roue tourne, Cristiano. La roue tourne. Ah, voilà la meilleure. Mia, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, soulagé. Vas-y, installe-toi. Tu te rends compte, avec toutes les putes que j'ai envoyées, il a fallu que ce soit toi qui fasses le boulot? Comment il a pu me faire ça? Un ami, tu te rends compte? Et surtout blesser ma fille. Enfin non. Tiens, c'est pour toi. Merci. Merci à toi. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à voter. On file du côté de Forbach pour de la musique. Célèbre pour son tube patelin-lorrain, Alphonse Kira, alias Alf Lorraine, était l'invité de l'école de la deuxième chance de Forbach. Pendant toute une journée, il a animé un atelier autour de la création musicale. Les élèves ont participé à la composition musicale, à l'écriture et à l'interprétation d'une chanson, l'hymne de l'école de la deuxième chance. Immersion dans les coulisses de sa création avec Grégory Sebag.
Voilà, c'est comme ça, là c'est top. Okay. Là c'est top, il suffit juste d'avoir la première. Si vous avez la première, ça va tout de suite, derrière ça enchaîne. Ça va. Après, forcément, moi et Cyril, vous pouvez monter un petit peu le son? Oui, si tu veux, je peux monter le son, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, je suis obligé de le baisser, c'est juste pour... Il apporte son expérience et son savoir-faire. Alphonse Chiera, alias Alf Loren, rencontre les élèves de la deuxième chance de Forbach, mais aussi de Metz et de Voipy. En tout, une trentaine de jeunes qui s'initient durant toute une journée à la composition instrumentale, à l'écriture de textes et au chant. Obligé, 5-7 Moselle, E2C, c'est nous le futur, tu connais. C'est nous le futur, obligé. Avec les jeunes, on doit faire des projets, donc notamment culturels. Pour moi, il était inenvisageable que ça ne passe pas par la musique. Donc j'ai su que Alphonse Chiera était en Lorraine au mois de février. J'ai d'abord demandé s'ils voulaient bien venir une journée pour initier les jeunes à la composition d'une instrumentale et à l'écriture d'une chanson. Il a tout de suite été partant. Ce qui est bien, c'est que vous vous complétez les mecs, niveau voix. Elles vont super bien ensemble. Toi, tu pourrais le baquer comme toi, tu peux le baquer. Véritable icône du 5-7, depuis le succès de son tube Patelin Lorrain, l'artiste, accompagné du beatmaker Cédric Collat, se met au service des jeunes pour les diriger, les encadrer, les conseiller, tout en leur laissant une liberté créative. Bien sûr que je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Alors, ça s'est passé dès le matin. Je suis arrivé, je me suis présenté. Ils ont passé quelques clips, donc ma cousine a passé quelques clips pour que, enfin, généralement ça va, ils me connaissent tous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça, ils voient un petit peu le travail que je fais. Ensuite, on a commencé tout de suite à trouver un sujet d'écriture pour faire une musique tous ensemble. Et donc on a travaillé la prod. Donc c'est un petit jeune d'ici, Mathéo, qui a un talent incroyable, donc qui nous a fait une belle prod, une belle production, une belle instrumentale pour faire un très beau son. Et donc du coup, voilà, on a commencé. Dès qu'on a trouvé le sujet, on s'est attaqué à l'écriture et ça s'est fait assez rapidement, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi un talent dans l'écriture. Donc ils ont une très belle plume et puis ça donne ce que ça donne, c'est formidable. Je suis très 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 fier d'eux. Et puis oui, je les ai un petit peu guidés sur le flow, la façon de poser, leur écriture bien sûr, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut remettre dans les temps, parce que la musique c'est quand même ça se compte, donc forcément parfois il y en a qui sont pas trop dans les temps, donc il faut les remettre. Et puis juste ça, c'était des petites retouches, mais sinon après, franchement le résultat est juste incroyable. Je suis très surpris en fait du talent des jeunes d'ici, donc ça promet, ça promet. Emma, t'es bientôt artiste, je compte, je vois plus la diff. Ok, va falloir taper, va falloir trimer, va falloir mailler. Ok, moi je veux mon billet, rien ne sert de s'égosiller. Pour les élèves de cette école destinée aux jeunes sortis du système scolaire et sans emploi, le projet pluridisciplinaire permet de s'ouvrir à la musique, de s'exprimer par l'écriture, mais aussi de gagner en confiance en soi et de travailler dans un esprit de groupe, enrichissant à tout point de vue. Les formateurs seront toujours à nos côtés et nous moi j'ai une partie avec un collègue à moi, Théo, on jongle à deux et du coup sur la deuxième instru, parce que dans une instru il y en a deux, et dans une partie de l'instru, donc la première c'est les filles qui chantent d'abord et chacun a travaillé de leur côté. Après moi j'ai checké de temps en temps et non franchement je suis content parce que c'est un projet assez solide et franchement c'est cool parce que la musique ça réunit tout le monde, excusez-moi, et non franchement c'est un beau projet et je nous souhaite à tous de réussir. D'habitude, on va dire, on est plus dans un projet professionnel, chercher ce qu'on veut faire. Par exemple, moi, je veux faire éducateur, c'est mon projet professionnel. Je sors d'un bac pro cuisine et tout ça. La musique, c'était une passion aussi. Donc, le projet d'aujourd'hui, moi, il m'a grave plu. Et c'est pour ça que lui aussi, et j'aime bien aimer, tout le monde s'est fait réunir avec la musique. Et ouais, ça change d'habitude aussi. Je suis ravi d'être là. Franchement, c'est de pouvoir faire un projet comme ça. Avec des gens en plus qui sont passionnés. On le voit chez certaines personnes, il y a franchement des talents cachés, que ce soit dans l'écriture ou dans d'autres compétences. Les gens, à mon avis, se sous-estiment beaucoup en musique. Et je dirais que le plus important, c'est le partage de connaissances et la bonne ambiance qu'il y a ici, qui permet un travail cool et puis un travail tout à fait concret, vu qu'en une journée, on a pu faire l'ébauche d'un son et on est prêt à l'enregistrer, donc c'est plutôt pas mal, je trouve.
Les talents de chacun sont mis en valeur au sein d'un travail collectif et productif. À la fin de la journée, textes et musique sont écrits, les voix sont posées. Il n'y aura plus qu'à passer en studio pour enregistrer cette chanson destinée à devenir l'hymne de l'école de la deuxième chance. Avenir à certains, je n'étais qu'un petit morveux du coin. Ils ont dit que je valais rien et je les écoute pas, faut que je fasse mon chemin. Études en cuisine, j'ai failli finir dans le four. Je rêve d'être éducateur, mon rêve de base c'était le foot. Projet pro validé, 2K23 obligé, 5-7 Moselle E2C, c'est le futur nous tu connais. C'est nous le futur obligé, la démarche on l'a cassé. C'est pour tous les vrais, ouais le DC s'envoler pour tout en fait.